www.intermarché.com. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, un personnage et des parodies au-dessous de la ceinture vous ont rendu célèbre. Aujourd'hui, vous tombez le masque, ou plutôt la perruque, pour raconter une histoire, la vôtre, celle d'un homme qui justement pète la santé. Bonjour Cartman. Bonjour, comment ça va ? Très bien, écoutez, puisque vous êtes là, on est heureux de vous retrouver, parce qu'il y a un spectacle qui s'appelle One, votre premier spectacle, ce qui est logique, à l'Apollo Théâtre, du jeudi au samedi. On va en parler tout à l'heure, mais on va revenir sur votre parcours et vos succès tout à fait étonnants et dans la finesse. Alors, à chaque fois avec des dates. 23 juin 2003, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, 23 juin 2003... Écoutez ceci. Première de la méthode Coué. Ah oui. Où on vous a retrouvé à la télévision, mais dans des situations invraisemblables, attachés, en rue humaine, vous avez tout fait. Ouais, c'était. Mais en fait, quand on est arrivé sur TF1, je crois qu'ils s'attendaient eux-mêmes pas à ce qu'on fasse ça. C'est vraiment, on a pris l'esprit de ce qu'on faisait à la radio. On était sur Europe 2 à l'époque avec Coé tous les matins, et on a ramené cet esprit potage parodique sur TF1. Très honnêtement, en se disant, on va se faire virer très bientôt, donc profitons-en parce que ça va pas durer. Et en fait, ça a duré 6 ou 7 saisons, je crois. Voilà, c'était le potager servi, justement. C'est exactement ça. Et la radio, vous aviez commencé comme réalisateur de Coé. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis arrivé à la radio un peu par effraction. Hein. J'ai fait croire que j'avais une convention de stage. Oui. Puis chaque jour, on me disait, bon, ta convention, tu l'as ramenée ? Je dis, oui, bien sûr, elle arrive, ils l'ont pas signée. Puis au bout d'un mois, ils se sont bien rendus compte que je leur racontais n'importe quoi. Ils m'ont dit, écoute, on a compris que tu veux rester, que tu fais des efforts. On va te proposer un petit contrat. J'avais un tiers-temps, je me souviens. Je crois que je devais gagner 2000 ou 2500 francs par mois à l'époque. Mais ça m'a permis de rentrer dans les studios, de faire le petit rat et de pouvoir essayer de comprendre comment ça marchait. Et puis j'ai appris la réalisation en radio et un jour Coé m'a proposé de le rejoindre et c'est comme ça que ça a commencé. Et à propos de marché, d'ailleurs, vous avez aussi couru dans les couloirs et vous avez semé la pagaille, je crois, entre Europe et Europe 2. Oui, en fait, c'est deux radios qui étaient sœurs. Donc forcément, puis ils avaient fait une bêtise d'un point de vue géographique, c'est qu'ils avaient mis Europe 2 un peu plus loin dans la station. Donc pour aller dans le hall, il fallait passer devant Europe 1. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien pratiquer la nudité surprise, parfois dans certaines émissions. Et donc, moi, je me souviens vraiment avoir traversé le couloir et avoir vu la tête de Jean-Pierre Elkabbach. Et puis, Jean-Pierre Elkabbach, quand il vous fusille du regard, ça jette un petit froid. Qui vraiment m'a dit, je suis avec un ministre. Est-ce que c'est vraiment intelligent de passer à poil dans les couloirs ? Je me suis excusé auprès de lui. Oui. Et 2 jours plus tard, il nous a engueulés parce qu'on faisait de la luge dans l'escalier. Oui. Je crois que la semaine d'après, on avait vidé à peu près 2 tonnes de sable devant la radio pour faire une émission comme si on était à la plage. Et puis, à un moment donné, ils se sont habitués, ils se sont mis à bien nous aimer et finalement on a réussi à partager les lieux comme une grande coloc. Voilà. Il faut savoir aussi que Patrick Topalov avait fait ça dans les années 60 en annonçant qu'il avait un Beatles au micro, donc toute la direction était là. En fait, il commence au micro et c'était le gardien de l'immeuble d'à côté qui portait le même nom. Ah, c'est pas vrai. Ça a été un véritable scandale. Voilà. Alors votre pseudo Cartman, vous le devez justement à Coé, parce que votre voix ressemble à celle d'Eric Cartman dans un dessin animé célèbre South Park. Ouais, c'est ça qui est. Alors c'est à la fois la voix et un peu le tempérament, un peu vulgaire, un peu rentre dedans aussi. Et puis c'est vrai que c'est une époque aussi où à la radio, là, on aimait bien se donner des pseudos. Voilà, il y a des gens qui s'appelaient 13 par exemple à l'antenne. Vous voyez, c'est bizarre. Hein, le personnage, oui. Puis, voilà, exactement. Curieux, moi, c'était Cartman. Coé, en fait, c'est son nom de famille, c'est Sébastien Coé. Voilà. Et moi, j'ai hérité de Cartman en me disant je m'en débarrasserai un peu plus tard. C'est raté. Et puis voilà, pour l'instant, c'est toujours là. Et South Park, faut le savoir, dans le Guinness Book des records, c'est le record du monde du film le plus grossier. 399 insultes en 1h30. Ouais, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas à ce niveau-là. Là, c'est la Ligue des Champions. Moi, je suis en Ligue 1 ou en Ligue 2 de l'insulte. Hein. Ouais, l'insulte calme, parce que vous êtes corse. Vous êtes corse, vous êtes né à Ghisonaccia. Ghisonaccia, voilà. Et c'est une des rares partie de la Corse qui est à moins de 100 mètres d'altitude. Oui, c'est ça, moins de 100 mètres d'altitude et qui est une ville, un berceau un peu de l'histoire corse politique, nationaliste et tout ça. Donc c'est une ville qui est très riche en background, comme voilà, qui est réputée pour être assez moche parce que les gens ne prennent pas le temps de la traverser, mais s'ils la traversaient, ils verraient qu'au bout de la grande rue de Ghisonaccia, la grande route, il y a une route qui s'appelle la route de la mer et qui amène à des plages sublimes, des pinèdes. Et j'ai l'impression que c'est un peu à l'image de ce que je suis. C'est-à-dire quand on va à l'extérieur, on se dit oh là là, attention. Et puis quand on apprend à me connaître, finalement, on découvre certaines choses parfois un peu plus douces que ce qui paraît. La mer et les vagues d'applaudissements en récompense, bien sûr. Voilà, ça va de pair. Et alors, vous avez grandi quand même dans un climat très différent de la Corse, Sevran. Oui. C'est quand même pas la même chose. Ah non. Non, Sevran, Sevran, c'est une ville dans le 93. Hein. Voilà, c'est Gotham City, mais avec un maire communiste, pour vous résumer. Oui. Et c'est vraiment une ville... c'est l'héritage, vous savez, de ces anciennes villes ouvrières, parce qu'il y avait les usines Peugeot, les usines Renault à Aulnay-sous-Bois, les usines Kodak à Sevran. Et c'était des cités qui a été construites pour les ouvriers, et puis qui peu à peu se
sont peuplés aussi avec l'immigration et tout ça. Donc moi, j'adorais vraiment cette ambiance parce que tout le monde se mélangeait assez facilement. Rien que sur mon palier, voilà, c'était déjà, il y avait 4 appartements. L'appartement d'en face, c'était une jeune fille qui était très belle d'ailleurs, qui était vietnamo-italienne. Sur ma droite, c'était un Algérien qui s'appelait Aziz. Je me souviens qu'il faisait une blague, il disait, je vais créer ma marque de basket, je vais l'appeler Azizas. Voilà. Et de l'autre côté, c'était Monsieur Da Silva, qui était un Portugais, qui était responsable de la société Da Silva SARL, travaux en tout genre. Vous voyez, on peut pas faire un meilleur mélange que ça. Et tout le monde s'entendait bien. Ouais. Et pas loin de chez vous, il y avait le château du fief de Fayet. Ah bon? Où habitait un certain Alfred Nobel. Ah oui, c'est vrai, à Sevran, bien sûr. À Sevran, oui. Et c'est là où il a découvert un explosif sans fumée à base de nitroglycérine. Vous voyez comme quoi il y a bien un lien entre la Corse et Sevran. La nitroglycérine. Voilà, exactement. Alors, il y a eu aussi une autre activité, c'est le doublage. Ouais. Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Ouais. Vous êtes Bétamèche, et là, ça a été aussi un rôle important pour vous. Ouais, puis surtout, ça a été un truc complètement fou. C'est-à-dire que moi, je suis chez moi dans un appartement à Créteil en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je faisais toujours de la radio, et mon téléphone sonne et on me dit, allô, oui, c'est Luc. Moi, je dis, Luc qui? Il me dit, Luc Besson. Et moi, je peux pas imaginer que c'est Luc Besson. Donc, je pense que c'est un homonyme. Je dis, mais qui vous êtes exactement? Il me dit, non, c'est Luc Besson. J'étais dans l'émission de radio de Coé hier matin. J'ai entendu ta voix. J'aimerais te caster pour un film. J'ai passé des essais. Et un mois après, j'étais dans un hélicoptère parce qu'il fallait me transporter et je faisais de la radio pour aller dans les studios de Luc Besson pour doubler un film. Et puis finalement, j'en ai fait 3 et c'était fou, quoi. J'ai fait le doublage avec Alain Bachung, avec Mylène Farmer. Enfin, c'était incroyable, quoi. Voilà, comme quoi, en partant de Coé, on peut arriver à tout. Ouais. Non, mais surtout, ce que j'ai trouvé génial, c'est que Luc Besson, qui est quand même un des plus grands réalisateurs français, casse les barrières que tous les autres réalisateurs ne voulaient pas casser. C'est de prendre un type de télé qui est réputé pour être un chroniqueur, qui se met à poil, pour me faire un film pour enfants. Voilà, et que Besson pour avoir ce genre d'idée. Et après, vous n'avez pas fait que des choses pour enfants. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 15 mai 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Cartman. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h. Jacques Pessis. Sur Lidl.fr. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Cartman. Il y a ce spectacle à l'Apollo dont on va reparler. Oui. Vous vous mettez à nu, si j'ose dire, pour la première fois, mais moralement. Oui. Et puis il y a d'autres dates, 15 mai 2013. 15 mai 2013, c'est la sortie de ça. Et quand il pète, il trouve son slipper. Ceux qui aiment le jazz s'en souviennent, je pense. Oh oui. Quand il pète, il trouve son slip. Ouais. C'est une parodie au départ de Chuck Norris. Ouais, en fait, non, c'est une parodie de Patrick Sébastien. Oui. Parce que je m'étais dit vraiment, c'est un personnage à parodier. Et puis en fait, pour parodier Patrick Sébastien, il faut faire pire que lui. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais Chuck Norris est aussi présent, on le voit dans le clip. Bien sûr. Et Chuck Norris, c'est quand même un personnage un peu, c'est la grosse brute au cinéma. Exactement. Et il y a des formules qui circulent sur lui parce que c'est un surhomme. J'en ai trouvé 2. Chez Chuck Norris peut écouter un CD de Diams. Oui. Et Chuck Norris n'utilise pas de suppositoire, les voix du Seigneur sont impénétrables. Voilà. Ça, c'est des phrases qui ont été inventées, mais il en a vraiment dit des vraies. Je crois qu'il a dit je sais où je mets les pieds et c'est souvent dans la gueule. Voilà. Ça, c'est du Chuck Norris. Ouais. Je trouve ça génial. Ça aurait pu être du Jean-Claude Van Damme. C'est un peu le pendant pauvre de Jean-Claude Van Damme. Alors, j'en reviens donc à quand il pète, il trouve son slip. Ouais, c'est génial de pouvoir le dire autant de fois. Et dans la bouche de Jacques, je trouve que ça prend encore plus de saveur. C'est un bonheur, si vous voulez. C'est ça et les coussins péteurs, il n'y a rien de plus beau. Je vous en offre un. Allez. Merci, ça sera gentil, mais mon chien les adore. Alors, tout ça est né, n'en touche pas à mon poste, comme un gag au départ. Oui, en fait, c'était un quiz, en fait, pour être exact. C'est-à-dire que je devais faire deviner Chuck Norris aux invités du plateau. Et du coup, je l'ai fait à travers cette chanson, en ne disant pas, évidemment... je devais faire deviner Walker Texas Ranger, la série de Chuck Norris. Et du coup, je devais donner des indices. Donc, et le dernier indice, c'était il est tellement balèze, le type, que quand il pète, il trouve son slip. Voilà. Et je trouvais que ça collait bien à Chuck Norris. Mais j'étais très loin de m'imaginer qu'à la sortie de l'émission, il y aurait des centaines, des milliers de tweets qui plébisciteraient la chanson et qui me diraient voilà, est-ce que vous pouvez la sortir, est-ce que vous pouvez la faire. Et très franchement, au début, je me suis dit non, on peut pas faire ça, c'est un sketch, c'est pas grave. Mais la demande était tellement forte qu'on l'a fait. Et c'est vrai qu'on s'est classé à la sortie numéro 1 des ventes en France devant les Daft Punk. Mais exactement, ils avaient fait Get Lucky, ils étaient furieux d'être numéro 2 derrière. Ouais, bon, je pense que ça les a fait rire, parce qu'en plus ça a pas duré, ça a duré quelques semaines seulement et ils ont vite récupéré leur titre. Et puis, mais bon, c'est vrai que je peux pas m'empêcher de m'imaginer le manager des Daft Punk qui devait être aux États-Unis le jour où il a reçu les classements, il a dû se dire on s'est fait pirater notre compte, c'est pas possible. Une chanson qui s'appelle Quand il pète, il trouve son slip, numéro 1 des ventes. Mais il m'avait rendu un petit hommage. Oui. Il m'avait changé sa photo de profil. Oui. Sur Facebook.
Et il avait remplacé Daft Punk par Daft Trick Sebastpunk. Et ça m'a vraiment fait rire, parce que je me suis dit, il prend ça très bien. Il a compris que c'était une parodie, évidemment. Et puis, il n'y avait pas de concurrence à avoir, de toute façon, puisqu'on n'était pas sur le même registre, quoi, du tout. Et celui qui a pris ça aussi très bien, Cartman, c'est Patrick Sébastien. Bien sûr, ouais. Ça, il a adoré. Ouais, ça l'a fait marrer. Je pense qu'au début, il y a eu un petit temps où il s'est dit, attention, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Donc, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère. Et on s'est assez vite rencontrés, en fait. Et la rencontre, elle s'est faite assez naturellement. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait rire depuis que je suis enfant. Je me souviens, j'avais les cassettes des spectacles de Patrick Sébastien que j'écoutais quand j'étais petit. Et très franchement, cette rencontre, ça a été un des moments sympathiques dans toute cette histoire, un des moments les plus sympas, quoi. Oui, car on oublie qu'il a été imitateur avant d'être animateur. Exactement. Et moi, je l'ai connu en tant qu'imitateur sur scène. Voilà. Alors, le succès a entraîné un autre succès, cette chanson. Je lui mettrais bien une cartouche. Plus engagé déjà. Oui. Je lui mettrais bien une cartouche. Là aussi, on est dans la poésie pure. Oui, ouais. Là, je dénonce vraiment. Le but, c'est de dénoncer la libre circulation des armes aux États-Unis, mais je pense que vous l'aviez compris toute façon. Voilà. Mais franchement, est-ce qu'aujourd'hui cette chanson passerait? Est-ce que vous n'auriez pas 1 million de reproches sur les réseaux sociaux? Très franchement, je sais pas. Mais c'est toujours la même chose. Ce qui compte, c'est aussi l'écran dans lequel on est. Touche pas à mon poste. C'était les premières années de Touche pas à mon poste sur D8. Il y avait cet esprit un peu de kamikaze où on allait au charbon en se disant c'est pas grave si les réseaux sociaux nous massacrent. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés finalement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont massacré sur Twitter et sur Facebook à ce moment-là. Oui. Sauf qu'il y a tellement de gens aussi qui ont aimé que du coup, ça s'est bien passé. Voilà. Oui. Cartouche, ça a fait 1 million de vues en 48 heures, ce qui était improbable. Je crois qu'on est à plus de 22 ou 23 millions de vues aujourd'hui. Et vous avez été qualifié d'hymne officiel de la beaufrerie. Exactement, ouais. Là, c'est pas mal quand même. C'est pas mal d'être déjà officiel. Mais vous en reviez de ce succès? Non, mais très franchement, c'est impossible à anticiper. C'est quelque chose qui nous a tous échappé. On a fait ce single qui était Quand il pète, il trouve son slip. Je suis content de pouvoir le redire. Oui. Et on s'est classé numéro 1 des ventes. La maison de disques nous a dit il faut faire un album. On avait quelques titres auxquels on avait réfléchi pour la suite. On les a enregistrés. On a fait venir les copains, parce qu'il y a pas mal de copains musiciens et tout qui sont venus, qui ont fait 2-3 trucs et tout ça. Puis on a sorti cet album et il s'est classé aussi numéro 1 des ventes. Donc on peut pas prévoir ça. C'est impossible. Alors, dans ce clip, il y a écrit Pampan à certains moments. Ouais. Alors Pampan Cucu, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. Ouais. Mais il y a une autre chanson, Pampan Cucu, interprétée par un certain Skef. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Vous connaissez pas ce chef-d'œuvre? Pampan Cucu Pogna, Pampan Cucu Giscard, Pampan Cucu Marchais. C'est pas vrai. En 77, c'était ma première télé, mon premier commentaire à la télé. Oui. Et c'est un certain Skef qui a fait ça. Et cette chanson a eu du succès. C'est un 45 tours. On ne sait même pas qui l'a enregistré. Bah non, mais ça a fait un tabac. Mais c'est très français, hein, la parodie un peu potache et tout ça. C'est quelque chose qui est dans la culture française. Oui. Mais je crois depuis extrêmement longtemps, depuis peut-être même le Moyen-Âge. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. C'est un peu dur à expliquer aux étrangers pourquoi on aime faire ça. Mais voilà, ça fait partie de notre culture, et je pense que c'est pas anodin qu'un morceau comme ça ait marché en France, et que ça fait aussi écho à certaines choses comme ça, par exemple. Et la parodie et le canular étaient à l'époque les rois. Il y a un garçon qui s'appelle Jean-Claude Merle, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler de lui. Non. Il a fini sa vie à Saint-Tropez. Il dirigeait une boutique de farce et attrape qui s'appelait la Farce Tranquille. C'est pas vrai. En réponse à Mitterrand, et il faisait un tabac toutes les semaines. C'est lui qui avait inventé le jeu du cuit tout double. C'est le principe du cuit tout double, mais à chaque fois avec de l'alcool à chaque fois. Mais il était très en avance sur son temps. Exactement. Ah bah ouais, mais non, mais ça se fait aujourd'hui sur YouTube. Il y a plein de trucs. Et comme dans les années 50, il a inventé ça. C'est incroyable. C'est fou, hein. Et puis alors, il y a eu aussi un album dédié aux amis d'Anne Hidalgo. C'est J'emmerde les bobos, avec cette chanson. Vous n'avez pas Zizi Copter? Ah, merci de l'avoir lancé. Merci de l'avoir lancé, parce que je pense qu'il vous savez pourquoi il l'appelle, parce qu'il voulait vous entendre dire Zizi Copter. C'est pour ça. Ah là là, mais oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Ouais. C'est vrai. Un hommage à Pierre Perret, mais surtout à Francky Vincent. Oui, c'est un peu des deux en fait. Hein, c'est ça. On a mixé les deux, puis on a mis tout ça dans la bouche de Sébastien Patoche. Et le J'emmerde les bobos, en fait, c'est un écho à quelque chose qui était très drôle. C'est qu'au moment où l'album est sorti, j'ai été un petit peu au milieu d'une grosse embrouille entre Benjamin Biolay et Benabar, qui se sont pris la tête tous les deux sur Twitter et sur Instagram à mon sujet.
projet. Et en fait, à tel point qu'un jour, Benabar a écrit une lettre à Sébastien Patoche, qu'il a publié, qui a fait je sais pas combien de vues, où il me disait, mais parce que moi j'avais dit que Benabar était trop bobo pour écouter Sébastien Patoche, et il m'avait répondu dans une lettre qui était assez géniale, et très franchement, je le salue, en disant, Patoche, en fait, on est les mêmes, tu te rends pas compte que moi aussi, j'aime rouler en Renault 18 américaine, les fenêtres ouvertes, moi aussi, j'aime garder mes chaussettes quand je fais l'amour, enfin voilà, il a fait un truc génial, donc c'était assez rigolo, et j'emmerde les bobos est venu un peu par rapport à ça aussi, parce que voilà, je voyais bien que dans les rues de Paris, j'étais pas vraiment non plus apprécié, quoi, mais c'était ça qui était rigolo. Oui, mais de toute façon, c'est le contre-pied de tout, et c'est ce que vous aimez. Exactement ça. Mais franchement, j'ai à ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez faire ça ? Écoute, moi, je pense que vraiment, les limites qu'on se fixe, c'est des limites qui n'existent pas, en fait. Voilà, tout est possible aujourd'hui. Après, par contre, il est sûr et certain qu'il y a des conséquences peut-être un peu plus, ne pas dire dramatique, mais un peu plus forte aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans, et pourtant c'était encore hier, quoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont une force de persuasion, ils ont une force de décision qui peut-être n'existait pas à ce moment-là. Et c'est vrai que je sais pas si, en tout cas, la chanson serait sortie, ça c'est sûr parce que je l'aurais fait, mais peut-être que le lendemain, on m'aurait dit non, mais attends, il y a trop de gens qui n'ont pas aimé, maintenant on arrête, quoi. Voilà. Mais et la tenue de Sébastien Patoche, cette perruque, cette costume à la Claude François, c'est né comment ? En fait, à la base, il avait juste un costume blanc, et puis voilà, et je me suis dit, il faut qu'on en fasse un espèce justement une espèce justement de Daft Punk, quoi. Donc on a été chercher les grands classiques. Alors les Daft Punk, ils ont dans leur clip à ce moment-là avaient des vestes à paillettes qui rappellent un peu de cette Claude François. On l'a fait, la perruque, on l'a coiffé un peu plus comme David Guetta. Voilà, on a essayé de rendre Sébastien Patoche, comme il venait de sortir un single qui avait marché, dans l'histoire qu'on racontait, on voulait qu'il soit devenu un peu une vedette, et donc on l'a transformé en vedette. Voilà. Et finalement, ce personnage a marché, c'est-à-dire que dans les rues, on vous reconnaissait, vous ne portiez pas la perruque dans les rues. Non, mais c'est ça qui était formidable, c'est que j'arrivais pour faire pour chanter dans des endroits incroyables comme le Tour de France ou la fête de la musique à Marseille, il y avait 100 000 personnes. Je pouvais traverser la foule sans qu'on m'arrête. Je mettais la perruque et je devenais la patte de lapin du public. Tout le monde voulait une photo. Et parfois même, il y avait des stars internationales qui regardaient ça et qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui arrive au milieu, là, comme ça, avec sa veste à paillettes et ses cheveux blonds et qui fait des photos avec tout le monde. Donc c'était assez génial, quoi. C'est un peu comme un super-héros. Une fois que je mettais le costume, j'avais mes super-pouvoirs. Oui, d'ailleurs, il y avait 2 versions. Sébastien Patoche, c'est pas venu tout de suite. Il y a eu un autre nom d'abord. Vous avez hésité sur le pseudonyme. En fait, au début, c'était Sébastien Patrick. Oui. Le problème qu'il y a, et c'est Patrick Sébastien qui m'a fait remarquer, il m'a dit, mais le problème, c'est quand on va sur iTunes et tout ça et qu'on tape Patrick Sébastien, on tombe sur Sébastien Patrick et inversement. Et alors, il me dit, fais-moi plaisir, change de nom. Et en fait, on a fait dans Ce touche pas à mon poste, il m'a adoubé et il m'a donné mon nouveau nom. Voilà. Et il y a un concert aux Zénith qui, je crois, vous a marqué pour la vie avec Nikos Ayagas. Ah oui, bien avec sûr. Avec Pascal Obispo et je crois que Tal. Ouais, c'est vrai, j'ai chanté. Qu'est-ce que c'est j'ai chanté tout simplement dans une émission présentée par Nikos, devant des gens un peu médusés, qui était passé de Pascal Obispo à une chanson sur le foot qui s'appelait On va la foutre au fond. Voilà. C'était assez spécial, ouais. Cette chanson, je crois d'ailleurs qu'on l'a en réserve, on va l'écouter. On va la foutre au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. Ça, c'est très Will Survive. Hein. Alors ça, en fait, ça devait être l'hymne officiel de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 1994. Alors un peu plus tard, c'était la Coupe 2014. En 2014, oui, c'est ça, exactement. En 2014, oui. Ça devait pas être la Coupe du Monde officielle, mais vous connaissez Cyril Hanouna, il a un peu tendance à s'emballer, donc on lui avait dit que c'est l'hymne de la Coupe du Monde, et il a dit c'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Et alors là, tout le monde s'est dit mais ils ont pété les plombs, les FFF ou quoi, qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà, on a tellement de bonnes chansons, ils sont obligés et du coup ça nous a fait un peu de pub en fait, de faire ça, parce que les gens ont vraiment cru que c'était la chanson officielle. Remarquez, Johnny Hallyday avait fait ça aussi, lui, à une époque, avec un hymne pour les Bleus en 82. Ah oui. Ça avait été un échec, mais considérable. On avait tout perdu d'ailleurs. Mais il s'est rattrapé en 2006 ou en 2000. C'est ça, c'est ça. À l'époque. Et il faut savoir aussi que finalement, lors de cette Coupe du Monde, il y a quelqu'un qui vous a imité. Lors des entraînements de Clairefontaine, Paul Pogba, joueur archi comme lui, il est arrivé à Clairefontaine avec un blouson rose à fleurs et une coupe de cheveux rappelant Will Smith. Ah bah voilà, peut-être que je l'ai influencé sans le savoir. Hein, et il connaissait cette chanson. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors vous me l'apprenez, je savais pas. Mais finalement, c'est écrit comment? En quelques secondes, les idées viennent ou partez du titre? Non, en fait, alors ça faisait partie d'un deuxième album. Alors évidemment, qui a moins bien marché parce qu'on était un peu moins porté par l'émission et d'ailleurs on en a un peu moins pressé aussi, on en a un peu moins mis en vente. Mais c'était vraiment parce qu'on avait envie de le faire. On avait envie de rendre un peu hommage à toutes les parodies, tous les styles de chansons
de notre génération. Et donc on a fait un morceau qui ressemble à Émile et Images dans les années 80. On a fait un morceau qui ressemble à un hymne de football. On a fait un morceau qui ressemble à un slow ringard à la destinée. Et en fait, cet album-là était plus du tout un album poète machin. C'était vraiment des parodies. Je vais presque dire un peu plus pointu, quoi. Voilà. Et ça a marché quand même un petit peu. Ouais, bien sûr, ouais, mais on était loin du succès du premier album, mais c'était presque voulu. Voilà. Ouais. Et ben vous avez voulu autre chose aussi, c'est changer. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 24 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Cartman. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. À la une des vraies voix, Mila, à la télé, hier soir, la jeune fille menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux qui a vivement critiqué l'islam. Elle s'excuse mais ne regrette rien. Elle a même écrit une chanson sur le droit au blasphème. Question, soutenez-vous toujours Mila 0826 300 300. Autre débat, la réforme du bac, sanctions contre les lycéens, garde à vue. Question, le pouvoir tente-t-il de bâillonner les lycéens? Là aussi, on vous attend pour en parler à tout à l'heure 17h. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Votre marchand de journaux. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Cartman. On a parlle de vos prouesses à la radio, de vos chansons sous le nom de Sébastien Patoche. Oui. Mais maintenant, vous redevenez Cartman, et pas Nicolas, pour un spectacle. Le 24 janvier 2020, c'est la première. C'est les jeudis, vendredis, samedis à Paris, à l'Apollo. Oui. Ça s'appelle One, parce que c'est votre premier spectacle. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est mon premier spectacle. Parce qu'aussi, j'essaye un peu de réconcilier ce que j'ai pu faire à la télé avant et ce que je fais sur scène aujourd'hui en un seul spectacle. Et puis peut-être que c'est aussi le One d'une série qui s'appelle Two, Free, enfin Four, etc. Quoi. Oui, voilà. En français, c'est mieux 1, 2, 3, non ? Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le One, c'est aussi le début de One Man Show, et voilà, c'est comme ça que j'avais envie de l'exprimer. Alors justement, la scène, ça fait des années que vous y pensiez, mais vous avez hésité à sauter le pas, Cartman. Ouais, parce que très honnêtement, et j'ai eu la chance d'avoir fait beaucoup de choses à la télévision ou à la radio et d'avoir participé à plusieurs aventures, dont certaines qui ont extrêmement bien marché. On est quand même vachement encadré, à la télé, à la radio, on est accompagné et tout ça. Le One Man Show, c'est vraiment le saut en parachute. C'est qu'on on sait que le soir de la première, on va être tout seul dans les coulisses à se dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je suis là derrière la coulisse en train d'attendre? Est-ce que la salle va être remplie? Est-ce que les gens vont rire? Quelque part, on se dit, est-ce qu'ils vont m'aimer en fait? C'est ça qui est fou. On se remet en question presque à ce point-là. C'est ce qui vous est arrivé le 24 janvier? Ouais, en fait, c'était la première à la Polo, celle-là, mais voilà, j'avais joué au Trévis avant, j'avais fait un peu de tournée, donc j'avais un peu plus de bouteilles. Mais la première représentation, pour moi, c'est un souvenir à la fois génial et à la fois terrible, quoi. Pourquoi? Parce que je me disais, mais t'es fou de faire ça, t'es fou. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de se faire un saut dans le vide. Il y a quelque chose de l'ordre du pas humain, en fait, en faisant ça. Alors, surtout, certains se disent un one-man show, un seul en scène, ça se crée en quelques minutes. Non, vous, ça a été 2 ans de travail. Ouais, ça a été long. Ça a été long parce que déjà, il fallait que je sache ce que je vais raconter. Et moi, comme je suis finalement assez pudique dans ce que je fais depuis le début de ma carrière à la télé, je me suis beaucoup réfugié derrière les personnages, pas pudique physiquement. Oui, ça j'ai remarqué. Voilà. Je me suis beaucoup réfugié derrière des personnages, j'ai beaucoup été dans les équipes. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais parlé de moi. Et c'était pas le fait de parler de moi qui est intéressant, c'est le fait, à travers mon histoire, de pouvoir aussi aborder les années 90, l'adolescence, l'enfance, l'amour, le couple, voilà, tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Il faut bien trouver un prisme, et je me suis dit, après tout, le prisme, ça peut être ma bio. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que les gens m'appréciaient aussi comme ça. Et vraiment, c'est un truc qui vous frappe en plein cœur. La première fois que le public se met à applaudir, se met à rire, se lève et tout ça, c'est un truc, ça vous transforme, quoi. Alors, c'est pas Cartman, c'est Nicolas Bonaventure, qui est très différent. Oui, c'est mon vrai nom, Nicolas Bonaventure. C'est d'origine corse. Donc, voilà, je suis le seul corse avec un nom de chanteur de zouk, mais bon, c'est comme ça. Ça peut arriver. Voilà, et j'avais envie que les gens, en venant voir Cartman, ils rencontrent Nicolas Bonaventure, voilà, tout simplement. Alors, parmi les sujets que vous traitez, il y a celui-ci. Le Club Dorothée vous a marqué, Cartman. Mais oui, mais moi c'est ce que j'explique dans le spectacle. Vraiment, j'essaye de faire comprendre, parce qu'il y a plein de générations. Donc j'essaye de faire comprendre à quelle génération j'appartiens. Et moi, j'appartiens vraiment à cette génération qui a téléphoné avec des cartes téléphoniques, qui a collectionné les pins, qui a connu le savon jaune accroché au mur à l'école. C'est vraiment un truc, on se lavait les mains, on a l'impression de branler un poney. Je veux dire, c'était vraiment un truc pour notre génération qui nous a beaucoup marqué. Oui. Et le Club Dorothée, ça faisait partie de ces émissions. Et c'est en général, quand il y a des ados dans la salle, je leur explique, je leur dis, vous savez, vous avez échappé à un truc. Le Club Dorothée, c'était une émission animée par des adultes,
pour les enfants, sauf que les adultes, ils avaient un QI inférieur à celui des enfants qui regardaient, quoi. Oui. Et quand on arrivait à 14h sur TF1, on avait l'impression que c'était l'asile. Les mecs, ils sautaient dans tous les sens, ils étaient là, wouh, comme ça. Et j'essaie de leur expliquer ça et de leur parler de séries qui n'existent plus, comme Le miel et les abeilles, par exemple, ou Le premier baiser, etc. Et c'est un truc qui est assez marrant parce que de voir leur réaction, c'est drôle, en fait, de se dire, ils me disent, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, ça. Je leur dis, bah si. Ça existait, Ouais. et c'était 22 heures d'antenne par semaine, Ouais. et des millions de téléspectateurs. Ouais. Et Dorothée est debout à 6h du matin pour Ouais. arriver au studio et travailler Mais comme une folle. C'était incroyable. C'était incroyable, le Club Dorothée. Ça a forgé vraiment beaucoup de choses. Il y a une génération, surtout la mienne, qui est complètement fanatique de manga et tout ça. Mais c'est grâce au Club Dorothée. On n'avait pas accès à ça à l'époque. C'est-à-dire que tous les dessins animés japonais, etc., ça n'existait pas. Il faut bien comprendre qu'on est dans une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a rien. On a le Minitel, mais bon, voilà. Mais Goldorak, personne n'en voulait. Et quand Ouais. Jacqueline Joubert l'a imposé sur Antenne 2 dans Récréa 2 en Ouais. 78, ça a été un véritable scandale. On a dit c'est Mais honteux de montrer des images comme ça aux enfants. Mais oui, mais c'était ça. Mais moi, j'ai commencé par Récréa 2, en fait, évidemment. Et puis après, j'ai regardé le Club Dorothée. Voilà. Alors, Dorothée m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'un jour elle est dans le métro, il y a un type qui la regarde, puis quand elle descend, il lui fait, vous savez, depuis que le Club Dorothée est arrivé, vous imaginez pas le nombre d'après-midi qu'on a passé au commissariat. C'est vrai. Bah voilà. C'est vrai Comme que quoi. ça manque à la télévision. Bah ouais, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte. La télévision, à cette époque-là, c'est l'objet central de la maison, presque Oui, de la vie pour oui. certains. Donc évidemment, quand il y a quelque chose d'intéressant à la télé, tout le monde regarde. Et il y avait aussi dans cette émission de Récréa 2 William Limergy qui a fait Bien le sûr. télématin, mais à l'époque il chantait. Rond comme un ballon, Et jaune comme un citron, c'est Pac-Man. Bien sûr. gentil petit bonhomme. On a oublié ce genre de choses, d'ailleurs lui-même tente de le faire oublier. Mais vous avez connu Cartman, et vous le racontez dans ce spectacle, le temps des premières consoles de Pac-Man, ce qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Bah non, les consoles où il faut souffler dans la cartouche pour pouvoir jouer, les consoles qu'on peut pas éteindre. Moi, j'ai laissé allumer 24 heures ou 48 heures pour ne pas perdre la sauvegarde de mon jeu. Voilà, j'explique que dans ce registre-là, moi, j'explique que la plupart du temps, je dis, voilà, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui de la chance qu'on a d'avoir ne serait-ce que la musique en streaming, de pouvoir faire une playlist. Nous à l'époque, il fallait qu'on fasse des compilations. Une playlist, ça prend 5 minutes à faire. Une compilation, on en avait pour une semaine minimum, parce que déjà, il fallait connaître le nom des titres qu'on allait mettre sur la compilation. Sauf que nous, on n'avait pas Shazam, il fallait qu'on aille chanter au vendeur de la FNAC pour connaître le titre de la chanson. Ensuite, il fallait qu'on rembobine nos cassettes avec un crayon. Enfin, voilà, c'était vraiment un truc pas possible, quoi. Puis Voilà. la console, c'était un luxe à l'époque. Ah bah c'était le truc, la console, il y a deux trucs, hein, la console et le décodeur de Canal+. Oui. C'était les deux signes extérieurs de richesse. Bon, la console, on pouvait aller jouer chez les copains. Le décodeur de Canal+, je me souviens qu'il y a même un mec qui avait été dire à la télé, si vous achetez une passoire et que vous la secouez devant vos yeux comme ça, vous allez regarder Canal+ en clair. Et nous, on l'a cru, ce mec. On s'est dit, bah bien sûr, évidemment, on est tous allés acheter une passoire. Ça se trouve, c'est le mec qui vendait des passoires qui voulait dire ça à la télé. Et voilà. Et c'était des objets qui faisaient partie des objets de réussite. La grande télé, la console, le décodeur de Canal+. Et il y avait un trafic de décodeurs, notamment en Provence, Ah oui. où chacun avait son décodeur sans payer, sans problème, sans payer. Le décodeur pirate. Exactement, Le fameux, c'était ouais. courant. Et alors, je me suis renseigné, la première console de jeux vidéo, Cartman, c'est l'Odyssée de Magnavox, Bien sûr. en 72. Elle permet de jouer à plusieurs jeux grâce à un système de calque à Ouais. poser sur l'écran. Et Exactement. il y a eu Pong ensuite. Ouais, mais moi j'ai acheté cette console très récemment Oui. pour voir ce que ça donnait. Elle est inutilisable aujourd'hui, mais c'est la première console. C'était 2 points et en fait c'est le calque sur l'écran qui faisait le décor et tout. Et puis à cette époque, il y a aussi un comédien qui vous a marqué. Ça a été un des plus grands comédiens américains, à la fois en musique, en spectacle et en cinéma. C'est Will Smith. Ouais, bien sûr. Ouais, Vous en parlez dans ce spectacle. Oui, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi je suis de la génération qui a vraiment découvert Will Smith avec Le Prince de Bel-Air, qui s'est dit mais ce mec est sympa. Puis il y a eu cette explosion de carrière, voilà, de Will Smith. Et puis j'ai eu la chance, moi en plus, de le recevoir dans la méthode Coé Oui. et de pouvoir chanter avec lui. Et ce qui était fou, c'est qu'on a reçu beaucoup d'invités qui, enfin, pas beaucoup, mais certains qui parfois ne se prêtaient pas vraiment au jeu des sketchs, nous snobaient un petit peu. Et moi, Will Smith, quand je suis arrivé sur le plateau, j'étais un personnage qui s'appelle Frédéric Français. J'étais avec mon copain Miko qui faisait Yvette Horreur, Oui. avec des dents pas possibles. Et on jouait les franchouillards rougeaux qui passent leur temps au bar, qui ont un accordéon et qui viennent chanter. Et j'avais repris cette chanson de Will Smith qui était Just the Two of Us. C'était une reprise de Grover Washington Jr. par Will Smith en français. Et je commence à chanter Juste toi et moi. Et là, je vois Will Smith qui se lève et qui commence à chanter avec moi. Et là, le public de la méthode Coé se met debout. Il y a une espèce de... Comme dans un stade, vous voyez, une grande clameur et tout. Et là, je vis... Très honnêtement, je pense le plus beau moment avec un invité de ma carrière. Je me suis retrouvé comme un enfant à côté de Will Smith en train de chanter une chanson avec lui.
Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, je me suis dit putain, c'est fou ce qui s'est passé. Voilà. Et il avait tout compris, ça l'amusait. Ouais, et puis surtout, c'est quelqu'un qui est là pour, qui a compris que la promotion, ça passe par le plaisir, et l'image qu'on donne, elle passe par le plaisir, elle passe pas par le nombre de fois où on dit le nom de votre film, ou voilà. Ce qui est intéressant pour lui, c'était de passer un bon moment. Il était heureux d'être là, et il m'a dit ouais, tu viens avec ta perruque, tu viens avec ton dentier, tu viens avec ton copain moche. Moi, je vais chanter avec vous, voilà. Ouais. Et alors, dans le spectacle, vous évoquez aussi Cartman, une série qui vous a marqué, c'est Deux flics à Miami. Ouais, bah alors, j'en évoque plein, mais ouais, Deux flics à Miami, c'est vraiment une des séries quand même. Enfin voilà, aujourd'hui, par exemple, ça ne pourrait pas exister, quoi, parce que c'est vraiment n'importe quoi, Deux flics à Miami. Ouais. Même au niveau du look, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais il y a toute une partie, moi, de la télévision qui m'a beaucoup marqué, quoi. Voilà. Mais Deux flics à Miami, il y a une Ferrari soi-disant au début. C'était une Corvette au début maquillée, oui. Je savais pas ça. Non, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter le Ferrari. Et comme ça a marché, Ferrari a offert une vraie Ferrari au héros. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire pour mon spectacle. Je vais acheter une 205, je vais la peindre en rouge et je vais demander à Ferrari qui m'en offre une derrière. Voilà. Le message est passé, il nous écoute tous les jours. En revanche, il y a quelqu'un dont vous dites pas forcément du bien, c'est ce pauvre Tataillé. Ah non, c'est pas que je lui dis pas du bien, c'est que j'explique qu'en fait, quand je suis allé chez l'urologue pour la première fois, il avait une photo de Tataillé sur son bureau et que j'ai trouvé que ça un peu gonflé chez l'urologue de mettre ça sur le bureau. Voilà, c'est tout. Non, il y a rien contre Tataillé, j'aime beaucoup. Non, parce que c'est le copain de Sébastien en plus. Ouais, non, et puis en plus Tataillé, alors c'était vraiment pour ma génération, c'est l'équivalent de Jeff Panaclock aujourd'hui. Quoi, voilà. Comme Jacques Courtois et Homer dans les années 50, qui était le premier ventriloque de l'histoire de la télévision. Exactement. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'on découvre dans ce spectacle que vous avez un côté sensible, le côté Nicolas, et que c'est pour vous, moralement, c'est important d'apporter quelque chose aux gens, du bonheur, mais pas forcément par le scandale ou la grossièreté. Ouais, mais parce que je me suis rendu compte, et ça, c'est venu au fur et à mesure du spectacle, cette attention. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas dire ça aux gens, je peux pas rentrer dans le... Mais en fait, il se passe un truc dans un spectacle, c'est qu'à un moment donné, l'échange avec le public, il est direct. On voit l'effet sur le visage des gens, les sourires et tout, et ça m'a aidé aussi à m'ouvrir un peu, et c'est vrai que ce spectacle, moi, j'essaye de faire en sorte que les gens qui ont pris du temps pour venir, qui ont pris le temps de prendre une babysitter pour leurs enfants, ou ou les gens qui sont sous bracelet électronique par exemple, qui peut-être ne sont pas rentrés ce soir-là en prison, et quand ils sont venus voir mon spectacle, ils ont passé un bon moment avec moi et ils se sont amusés et ils ressortent heureux. Il y a peut-être qu'ils sont reconnus parce que vous avez quand même des personnages et vous avez créé un personnage de dealer de la cité qui prend son travail très au sérieux. Ouais, alors il a un peu maintenant, vous voyez, comme quoi le spectacle ça évolue, il est un petit peu moins là maintenant, mais c'est vrai, c'est quelqu'un quand dans le spectacle, on a l'impression un peu d'être à la Fnac, quoi. Quand et puis il y a des personnages que tout le monde connaît dans la vie quotidienne. Il y a le bricoleur de l'immeuble. Voilà, c'est ça. Monsieur Da Silva. Qu'on appelle la tirelire, parce que quand il travaille, il a le pantalon qui tombe au milieu des fesses, avec un pot de plâtre dans la lait. Voilà. Et à chaque fois, il faut incarner de nouveaux personnages. Ouais, mais j'essaye de faire un peu j'essaye de pas en fait faire un spectacle à personnage. Moi, je parle avec les gens. C'est une discussion qui s'est installée dans le spectacle. Et une fois que c'est installé, parfois, il y a quelques personnages qui rentrent, qui sortent comme ça assez rapidement, mais c'est vraiment pas un spectacle qui est un spectacle, vous savez, où il y a un noir, un personnage qui arrive, un personnage qui arrive, voilà. Et on vous retrouve aussi régulièrement chez Arthur, le vendredi, dans Vendredi Tout est permis, où vous avez fait des tas de choses, des sketchs, même vous avez fait des sondages, dans la rue, oui. Ouais. Et le pionnier de ce genre, on l'a un peu oublié, s'appelait Gérard Pabio, dans les années 70. Il faisait des faux sondages dans la rue. Moi, je me souviens d'une question: qu'est-ce que c'est pour vous, Serge Gianni? Et la personne avait répondu: une nouvelle marque de pâtes. Voilà. C'est le genre de choses qui est toujours d'actualité. Mais parce que c'est un peu comme la radio. C'est quelque chose, c'est un format qui ne peut pas s'user. Voilà, être dans la rue avec un micro et poser des questions, ça pourrait exister sous différentes formes jusqu'à la fin des temps, quoi. Alors ce spectacle, donc à l'Apollo, c'est les jeudis, vendredis, samedis à 20h. Ouais. Ça va se prolonger. Il y a déjà eu une petite tournée. Maintenant, c'est une nouvelle voie pour vous, Cartman. En tout cas, moi, c'est une voie où je m'amuse, où je prends du plaisir, à la fois à jouer, à rencontrer les gens. Et ce qui est génial avec un spectacle, c'est que c'est en perpétuelle évolution. Voilà, chaque soir est différent, chaque soir il y a quelque chose de différent dans le public, sur scène. Il y a des improvisations qui sont les mêmes un soir et qui sont différentes un soir sur l'autre. Voilà. Et moi j'ai l'impression que c'est en train de... Cette partie-là, c'est un peu le meilleur truc que j'ai fait dans ma carrière, autant au point de vue des sensations qu'au point de vue de l'échange avec le public, quoi. On forme le vœu que ça continue le plus longtemps possible. Beaucoup. Merci Cartman. Je rappelle donc à l'Apollo Théâtre à Paris, donc de jeudi, vendredi, samedi à 20h, il y a ce One, premier spectacle. Et toujours en tournée aussi, en parallèle. Merci beaucoup de l'invitation. Et merci d'avoir joué le jeu des clés d'une vie. Avec grand plaisir, c'était un grand plaisir. Et réciproquement, on est comme vous, nous parlons vrai, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir.
Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie, comme tous les jours. Ah bah oui, quand même. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore votre bonne humeur. Sud Radio, parlons vrai. Tout savoir sur la fin des tarifs réglementés de vente du gaz à